il faut aller en fait plus loin que les mots et que les one-shots ou les polémiques pour vraiment prendre le temps de réfléchir et de faire de la sensibilisation. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission, pour le grand entretien. Je suis heureux de vous retrouver et on est ici, comme vous pouvez le constater, dans un bureau absolument magnifique, le bureau de la première adjointe du maire de Lyon, Audrey Enoch. Bonjour. Bonjour Frédéric Duval. Merci beaucoup de nous recevoir. Je sais que votre agenda est particulièrement chargé, mais j'avais envie à la fois de vous rencontrer et de discuter avec vous pour que vous nous parliez de votre parcours, de votre engagement, de votre activité. Et c'est vrai que le point de départ de notre rencontre, il est arrivé un soir de conseil municipal, je crois que c'est le 18 novembre 2021, où il y a eu une polémique, je ne sais pas comment vous allez nous présenter l'histoire, mais vous avez été obligé de répondre à une élue de l'opposition sur un sujet qui vous concerne au premier chef, qui était la manière dont on avait une vision, une représentation du handicap. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce soir-là et pourquoi vous avez eu besoin de vous exprimer avec vos mots à vous en vraie authenticité? Merci. J'ai eu besoin de m'exprimer parce que c'était la présentation de la délibération sur l'accessibilité de la ville de Lyon, faite par l'adjointe en charge de l'égalité, Florence Delaunay. Et ensuite, il y a eu une prise de parole de Madame Françoise Blanc, qui était à ce moment-là chef du groupe Les Républicains, enfin de la droite, centré indépendant à la ville de Lyon, et qui a en fait pris la parole pendant une dizaine de minutes avec des propos qui étaient vraiment inadmissibles pour moi. Parce qu'en fait, l'ensemble de sa présentation était relevé de ce que j'ai qualifié de validiste, c'est-à-dire une vision négative des personnes handicapées en essayant d'en faire des objets et non pas des sujets qui ont une volonté et qui peuvent prendre des décisions pour elles-mêmes, en les mettant dans des cases de politique sociale et médicale. Elle a refait tout un historique là-dessus. Et puis, elle a mis en avant tout le bilan positif des lois Chirac de 2005, mais qui malheureusement ne sont pas appliquées ou très peu appliquées aujourd'hui. Et enfin, excusez-moi, elle a terminé son propos en qualifiant, comme beaucoup de gens l'ont vu à la télévision, les personnes handicapées de cul-de-jatte et de pieds-beaux, qu'il faudrait mettre sur des vélos. Et là encore, il y a à la fois de l'insulte et l'expression les faire pédaler, comme s'ils n'étaient pas capables de prendre des décisions au même pour eux-mêmes. De leur décision. Et voilà. Et donc là, c'était inadmissible, c'était vraiment le pompon de l'insulte jusqu'à l'ensemble du discours. Il faut vraiment réécouter en fait l'ensemble de son intervention pour comprendre cette vision très charitable et misérabiliste des personnes handicapées. Qui est compliqué. Au-delà effectivement de la polémique et de ce qui est passé, vous avez eu raison de répondre. Ce qui était intéressant, c'était aussi d'aller plus loin et de comprendre pourquoi est-ce que ça pouvait être comme ça dans le regard des gens. Alors, le validisme, c'est de poser le fait que les personnes valides sont la norme et que donc les personnes en situation de handicap ne le sont pas. C'est vrai aussi peut-être, je ne sais pas à sa décharge, mais moi pour côtoyer ce sujet de près, que parfois on est en difficulté dans la capacité à s'exprimer parce qu'on a peut-être parfois peur d'être maladroit. Comment est-ce que vous pensez qu'on doit considérer, ou quelle est la place des personnes en situation de handicap, ou comment est-ce qu'on doit s'adresser à eux? Est-ce que du coup c'est aussi une manière de raconter une autre histoire que vous avez voulu faire ce soir-là en prenant la parole, en leur racontant que vous n'êtes pas réduite à votre handicap? C'est aussi ça que vous vouliez raconter? Oui, tout à fait. Enfin, en fait, il faut être simple, il faut considérer que les personnes, qu'elles soient en situation de handicap ou pas en situation de handicap, ont des droits fondamentaux, les droits d'aller et venir, de vivre avec les personnes avec qui elles souhaitent vivre, et puis de prendre elles-mêmes les décisions qui importent dans leur vie. Et si elles ont des difficultés à prendre ces décisions, il faut qu'on puisse les aider à les prendre. Or, dans notre société, en fait, il existe encore l'institutionnalisation qui est très forte. Donc, beaucoup de personnes en situation de handicap, en fait, sont enfermées dans des institutions où ce sont les règles de l'institution, le règlement intérieur, qui prend le pas sur leurs propres décisions, de se lever à l'heure où elles veulent, de se coucher à l'heure où elles veulent, de manger ce qu'elles veulent, et puis surtout, elles sont quand même enfermées en institution. Alors que dans d'autres pays, comme la Suède ou la Finlande, par exemple, toutes les institutions ont été supprimées et les personnes vivent parmi les autres, dans la communauté, ont une vie autonome,
avec des assistances personnelles quand elles en ont besoin pour pouvoir mener leur vie. Et l'ONU a taclé plusieurs fois la France puisqu'on ne respecte pas la Convention internationale des personnes handicapées qu'on a signée pourtant. Et il y a eu notamment un rapport en septembre 2021, donc c'est très récent, qui malheureusement n'a pas du tout été médiatisé, qui montre encore que la France, au lieu de réduire les institutions, continue à augmenter les places en institutions. Donc ça, c'est un exemple. Avant de se poser la question de comment on peut parler aux personnes handicapées, déjà s'assurer que les droits fondamentaux, comme ceux de vivre de manière autonome dans la société et aussi d'avoir enfin l'accessibilité universelle des transports et des locaux, soient assurés. Alors je le disais, vous êtes première adjointe du maire de Lyon, qui est une fonction ô combien éminente. Vous avez même été pendant quelques jours, alors que je crois Grégory Doucet avait pris un congé paternité ou parentalité, maire de Lyon pendant quelques jours, ce qui est quand même une première. C'est une fonction éminente. Comment est-ce que vous vivez cette fonction? Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette situation? Est-ce que le fait que vous soyez dans un fauteuil en situation de handicap a eu un impact sur votre engagement? Comment est-ce que vous avez construit votre engagement politique? Et parce qu'on aurait pu peut-être se dire, bah tiens, si vous êtes engagé dans la politique, vous auriez pu vouloir vous occuper par exemple du handicap, mais c'est un choix fait sciemment de ne pas s'occuper justement de ce sujet pour ne pas être enfermé dans ce rôle-là. Oui, parce que mon handicap n'a pas un rôle dans mon engagement dans la politique et pour l'écologie. Mon handicap me complexifie la vie au quotidien, rallonge mes temps de préparation, rend plus compliqué mes déplacements, mais aussi parce que la société, malheureusement, est très peu accessible aujourd'hui. Mais une fois que j'intègre en fait ces difficultés-là qui me sont personnelles et puis que j'essaie de compenser le fait que la société soit peu accessible, je me suis engagée en politique plutôt pour essayer de changer ce que je trouve dysfonctionnant dans la société, qui est en fait cette approche très capitaliste et individualiste de la société, où on détruit la planète et où on ne vit pas de manière solidaire les uns avec les autres. Donc voilà, c'est un engagement des idées qui ne sont pas en lien direct avec le handicap. Et puis, je ne souhaite pas m'occuper particulièrement des questions de handicap, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui m'intéressent et pour lesquelles j'ai des compétences, et que je n'ai pas envie d'être enfermée uniquement sur le sujet du handicap. Alors, ce qui était aussi une question, on en parlait en préparant cette émission, c'est vrai aussi que dans le monde politique, le fait que vous soyez une femme complexifie aussi parfois le regard qu'on peut avoir sur vous. Et je me faisais cette réflexion que très souvent, dans une collectivité, il y a le maire et la première adjointe est souvent une femme, mais que l'inverse est moins vrai. Qu'est-ce qu'on peut dire, vous qui avez, je crois, dans le plan d'investissement de la ville, fait un premier budget genré, d'ailleurs nous expliquer un petit peu ce que c'est quoi le combat pour plus de parité ou une parité différente justement, y compris dans les fonctions et les mandats? C'est essentiel que les femmes, qui représentent 52% de notre population, soient représentées évidemment dans la vie politique à parité, et puis qu'elles aient accès à l'ensemble des fonctions, des responsabilités auxquelles les hommes peuvent avoir accès. C'est vraiment une question d'égalité. Alors le fait qu'on retrouve aujourd'hui des premières adjointes à la ville de Lyon, une première vice-présidente à la métropole de Lyon, une première adjointe aussi. Oui, en effet, c'est le cas aussi à la région, c'est le cas à la ville de Bordeaux. Enfin, c'est de plus en plus le cas. C'est une première étape parce qu'en fait, je vous rappelle quand même que tout récemment, c'était aussi des hommes qui étaient premiers adjoints ou premiers vice-présidents. Ils étaient à la fois chefs d'exécutif et avaient aussi les postes les plus importants. C'est encore le cas au niveau de l'État, puisque les postes importants de président, de premier ministre, de premier président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ce sont des hommes qui ont ces postes-là. Donc que les postes de numéro 2 soient maintenant occupés par des femmes, c'est une première étape. La prochaine étape, c'est qu'on ait enfin des femmes qui soient maires, présidentes de l'Assemblée nationale, etc. etc. Mais qu'est-ce qu'il faut pour ça, du coup? Ça va arriver. La loi sur la parité, qui avait instauré la parité, avait à un moment été assez contestée par les féministes, etc. On voit quand même que ça a permis un certain nombre de choses. Et de même que par rapport à votre situation de personne
en situation de handicap. Est-ce qu'il y a une notion un peu, j'allais dire, de rôle modèle? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi une forme d'exemplarité, le fait qu'on voit plus souvent des femmes, c'est aussi un moyen de dire, bah oui, c'est possible et ça peut aussi exister, c'est ça qui est intéressant, le fait de le raconter et d'en parler? Ben, je pense que la contrainte réglementaire doit aller en parallèle d'une évolution de la culture. En France, on a souvent besoin, malheureusement, qu'il y ait des obligations pour pouvoir changer les choses. C'est le cas sur la parité comme dans le champ du handicap d'ailleurs, hein. Donc je pense que les lois sur la parité sont un minimum nécessaire pour obliger les hommes en fait, à faire de la place aux femmes. Comme dans le champ du handicap, où les lobbies et puis la majorité de la population qui n'est pas handicapée n'a pas envie de dépenser de l'argent pour rendre des logements ou des transports accessibles, et que le fait que la loi les y oblige permet déjà des avancées. Et après, c'est un système itératif. Comme c'est accessible ou comme la parité oblige à aller chercher aussi des candidates femmes, et les femmes arrivent ou les personnes handicapées sortent sur l'espace public, et puis la société devient plus habituée à avoir, pour rester sur les femmes, des femmes sur les postes de responsabilité. Ça encourage les autres femmes à pouvoir aussi avoir confiance en elles et briguer des mandats. Et donc, c'est un cercle vertueux. Vertueux pour le coup. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est aussi la question plus largement, on en parlait, de la différence. C'est aussi de la manière dont on regarde la différence, dont on accueille la différence, et une question de la solidarité. Et c'est vrai qu'on ne peut pas forcément dire qu'en ce moment, dans le contexte, la solidarité ou la capacité à accueillir l'autre, hein, que ce soit les personnes différentes, étrangères, etc., soit vraiment au cœur de nos villes. Comment est-ce qu'on fait quand on est une responsable politique soucieuse de ces sujets pour favoriser l'inclusion? Je sais que c'est une des thématiques majeures de votre mandat. Comment est-ce qu'on fait pour permettre qu'il y ait plus de solidarité? Comment est-ce qu'on développe tous ces sujets quand on est à votre poste et occupant votre fonction? Il faut, dans l'ensemble en fait, des politiques publiques qu'on mène, avoir toujours en tête la question de l'égalité femmes-hommes et puis la question de l'inclusion, de la diversité. C'est vraiment une question déjà d'état d'esprit, de changement de paradigme pour essayer de faire en sorte qu'on soit dans une société qui soit plus égalitaire. Et après, de manière très concrète, c'est la mobilisation de l'ensemble des outils. Par exemple, concernant la commande publique dont j'ai la responsabilité, on a passé récemment au conseil municipal un schéma de promotion de l'achat public écologiquement et socialement responsable. Et donc, on essaie d'inclure la question de l'égalité femmes-hommes, mais aussi du handicap, par exemple, dans la commande publique. C'est un premier pas. C'est la même chose vis-à-vis du budget, puisque vous savez qu'on expérimente à la ville de Lyon une budgétisation sensible au genre, dont l'objectif est avant tout de se poser la bonne question, d'analyser les dépenses publiques pour voir si ces dépenses ne contribuent pas à des déséquilibres entre les hommes et les femmes, et si c'est le cas, d'essayer de rétablir ces équilibres. Pour arriver à une vraie égalité, c'est plutôt de l'équité quelque part, de se dire comment est-ce qu'on peut aider pour qu'on arrive à une forme d'égalité. Ouais. Alors sur les enjeux qui sont les vôtres, et on en parlait aussi un petit peu, la question de l'accessibilité, elle est majeure. Lyon, mais plus largement la métropole, c'est une ville qui n'est pas forcément faite pour le fauteuil roulant ou pour ce genre de choses. Comment est-ce qu'on se bat pour une accessibilité qui n'est pas simplement d'ailleurs physique ou urbaine, mais plus globale? Quelles sont, par exemple, les quelques pistes ou les actions que vous avez prises depuis le début de votre mandat pour aller dans ce sens? C'est un sujet qui est complexe, qu'en effet, il y a énormément de retard sur l'accessibilité. La loi de 2005 sur le handicap, malheureusement, a connu beaucoup de recul, de marche arrière, avec déjà la loi de 2015 qui a permis ce qu'on appelle les ADAP, c'est-à-dire en fait de prolonger les délais auxquels les logements et les établissements recevant du public devaient être mis en accessibilité. Et puis ensuite, il y a eu encore du recul avec la loi promulguée par Emmanuel Macron, la loi Elan, qui fait que uniquement 10% des logements neufs sont dorénavant accessibles, alors qu'avant c'était 100%. Donc il faut continuer à se battre pour éviter évidemment ces reculs. Après, au niveau de la ville de Lyon, on n'a pas de compétences vraiment sur les politiques sociales du handicap, mais on a la main en effet sur l'accessibilité des établissements recevant du public. Et donc on a mis un budget important, plus important que sous le mandat précédent,
pour avancer sur cette accessibilité, mais on part de tellement loin, on part de 11% des ERP qui sont accessibles seulement, et on vise à la fin du mandat 45%. Donc on a encore beaucoup de travail, mais on essaie. Et puis moi j'espère aussi que ma collègue qui est en charge de l'égalité pourra lancer un mouvement aussi sur les établissements recevant du public privés, parce que c'est vrai que les bars, les restaurants, les commerces ont l'obligation d'être accessibles, mais en fait ils le font très 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 peu. Et ce n'est pas forcément simple, effectivement, pour les structures privées. Alors, en ce début d'année 2022, puisqu'on a encore tout le mois de janvier pour se souhaiter des choses, etc., et par rapport à la ligne qui est la nôtre, de regarder le monde de manière positive, même si ce n'est pas toujours très simple, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans votre mandat, dans votre fonction, dans votre activité, dans votre quotidien? Quelles sont, selon vous, les raisons d'espérer en quelque chose de positif? Qu'est-ce qui donne de l'espoir? Qu'est-ce qui peut inspirer? Et votre combat, votre engagement est aussi une forme d'inspiration, je suppose, pour un certain nombre de personnes. Vous avez reçu beaucoup de témoignages de personnes qui vous ont soutenu, où vous savez que ça peut aider les gens à peut-être aller mieux, agir, se battre, etc. Votre combat à vous, sur cette situation de votre quotidien, la manière dont vous défendez l'accessibilité et les personnes en situation de handicap, vous avez senti que ça servait à quelque chose aussi pour inspirer des gens? Je pense que ce qui s'est passé au conseil municipal et en effet ma réponse sur les propos validistes de Madame Blanc vont faire réfléchir, enfin j'espère en tout cas qu'ils vont faire réfléchir sur les questions de représentation des personnes handicapées dans la société et d'accès aux droits, comme la vie autonome et l'accessibilité dont je parlais tout à l'heure. Mais j'espère que ça ne va pas rester juste... oui, un événement sans lendemain. Oui, tout à fait. Parce que ça raconte souvent, aussi quelque part la force des mots, et on oublie un peu, je pense que le contexte aujourd'hui n'est pas forcément simple, c'est qu'on oublie que les mots ont un impact, et j'ai l'impression qu'y compris dans le débat politique aujourd'hui, ça part dans tous les sens, les mots sont assez excessifs, mais ça a un impact sur la manière dont les gens s'intéressent à la vie publique, etc. Est-ce que vous auriez envie, dans cette vision un peu plus positive des choses, que le débat soit parfois plus serein, plus posé, plus respectueux, y compris d'ailleurs parfois, parce que la majorité écologiste à laquelle vous appartenez est un peu souvent vilipendée ou un petit peu attaquée de manière sans doute un peu irrationnelle, mais est-ce que vous pensez que ces mots positifs amènent aussi des actions et un regard positif sur les choses? Il faut aller en fait plus loin que les mots et que les one-shots ou les polémiques pour vraiment prendre le temps de réfléchir et faire de la sensibilisation pour les élus et pour le grand public. Sur la question du validisme, par exemple, on va organiser une commission générale qui est l'équivalent d'un conseil municipal, mais sur un thème, qui aura lieu le 4 mars à la ville de Lyon, avec des collectifs anti-validistes qui vont venir expliquer concrètement aux élus quelles sont les problématiques qu'on a dans notre société. Et c'est la même chose pour la question de l'écologie. On voit bien avec la Convention citoyenne pour le climat que lorsque des citoyens tirés au sort et venus de différents horizons ont pu parler avec des scientifiques, être sensibilisés et se poser des questions de fond pendant plusieurs semaines, ils font des propositions qui vont très loin, qui vont aussi loin que celles des scientifiques du GIEC, par exemple. Donc c'est ce type de débat de fond dont on a besoin, je pense, dans notre société. Prendre le temps de s'interroger vraiment sur qu'est-ce qu'on veut pour notre société, pour vivre ensemble, pour préserver l'environnement, plutôt que d'être uniquement sur des punchlines ou des, la superficialité des choses. Ou des discours à l'emporte-pièce. Voilà quelque chose qui peut peut-être effectivement nous aider à être positif, c'est faire confiance aux gens vraiment. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui, merci pour votre engagement. Et quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.